Bonjour. Alors, je me présente rapidement, Gérald Villemin. Donc, je dirige un petit groupe de sociétés qui est basé à Rio, donc à mi-chemin entre Besançon et Vesoul. En fait, c'est un groupe de sociétés au travers duquel nous avons développé une plateforme multi-produits, multi-secteurs d'activités concentrée uniquement sur le e-commerce. Donc, contrairement à chez Aminates, on ne fait pas du tout d'institutionnel, de site vitrine, c'est vraiment pas du tout notre part. Nous, on intervient sur Internet uniquement pour développer du chiffre d'affaires et pour transcrire, grosso modo, un commerce traditionnel sur un commerce virtuel et faire des affaires avec des visiteurs qui vont venir pour acheter. Donc, le projet, on l'a lancé en 2004. Et à ce moment-là, donc, on a créé la société Pastèque, qui est la société mère du groupe, et qui avait pour but donc, de mettre à disposition, que ce soit de ses filiales, puisqu'on a, comme je vous ai dit, on a développé notre propre plateforme de e-commerce, ou à des tiers, donc des gens comme vous ou d'autres secteurs d'activité, et de mettre à disposition un moyen simple de commencer à développer son chiffre d'affaires par le biais d'Internet, puisque aujourd'hui, tout le monde constate que quand vous allez dans les centres-villes ou quand on discute avec des professionnels de différentes filières, on s'aperçoit que le visiteur, la personne qui recherche le produit est toujours présente. Simplement, elle se sert maintenant beaucoup de ce qu'elle trouve en local pour se faire des bases de décision, pour se faire des bases d'information. Et une fois qu'elle a cette information, elle va utiliser un vecteur comme Internet pour aller trouver le produit peut-être à des coûts moindres ou sous une forme qui lui convient plus. C'est pas forcément une histoire d'argent, même si la base d'Internet a été donnée pour ça et pour dire on va faire du commerce mais on va payer moins cher qu'ailleurs. Aujourd'hui, nous on s'aperçoit au travers de nos plateformes notamment que quelquefois on vend des produits qui sont plus chers que la moyenne, que l'on positionne avec des marges plus importantes et malgré tout ces produits se vendent non pas pour une histoire de prix, mais pour une histoire de disponibilité et parce que le produit correspond à la demande du client qu'on a en face de nous. Deux, trois chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. Donc tout à l'heure on a parlé du volume de chiffre d'affaires du panier moyen. Aujourd'hui, le commerce sur Internet, donc le e-commerce, représente 3% du commerce traditionnel global. Les chiffres qui sont donnés là-dessus pour l'instant, c'est qu'à l'horizon 2020, ça représentera environ 25%. Vous laissez entrevoir un petit peu ce qui peut se passer au niveau des chiffres et l'importance que ça peut prendre. Une autre chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on commence à faire du commerce électronique, et notamment pour vous qui avez déjà des activités traditionnelles, c'est bien qu'on va faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Parce que les gens à qui on va s'adresser, même si vous avez des gens en local qui viennent acheter chez vous, parce que vous avez fait votre site internet, parce que vous avez fait une petite com dans les gratuits ou des choses comme ça, le gros de votre trafic de visiteurs va venir du référencement qui aura été mis en place, dont on a parlé tout à l'heure, et des visiteurs qui vont vous être générés et qui vont venir que vous n'auriez jamais vu. C'est une zone de chalandise à laquelle vous n'auriez jamais touché. Et c'est ces gens-là, et c'est sur ces gens-là que vous allez développer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le panier moyen, pour revenir 2 secondes dessus, oui, c'est à peu près ça. Nous, on a un panel à peu près de 5000 références produits qui vont du petit panier pour faire de l'événementiel dans les mariages jusqu'à des produits qui font des chars à voile ou des choses comme ça qui font 1500 € et puis qui pèsent 40-45 kilos. On a malgré tout un panier moyen sur l'ensemble qui est à 140 €. D'ailleurs, là-dessus, un petit passage sur l'effet crise, dont tout le monde nous parle en ce moment. L'année dernière, on avait un panier moyen qui était à 200 €. Cette année, on a accusé une baisse de quasiment 40% du panier moyen. La grosse chance qu'on a dans le secteur d'activité des nouvelles technologies, c'est que cette contraction du panier moyen et du pouvoir d'achat des gens est largement compensée par le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui ont accès à Internet et qui aujourd'hui prennent conscience qu'ils peuvent acheter des choses par Internet et qu'ils peuvent en acheter de plus en plus. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un panier moyen qui a baissé, mais en contrepartie, un nombre de commandes traitées qui a progressé largement et qui nous a permis d'afficher une progression de 40%. Donc
voilà un petit peu comment se comporte le commerce électronique au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut en profiter parce que c'est un des secteurs qui progresse et tout le monde aujourd'hui peut passer au travers de ça. Vous parliez aussi de la sécurité des paiements. L'année dernière, on a géré, enfin les 12 derniers mois, on a géré à peu près 8500 transactions. On a dû avoir 3 ou 4 cartes bleues qui étaient des cartes bleues frauduleuses où les gens étaient venus avec un numéro de carte volée ou un générateur de carte bleue. Enfin bref, dérisoire. On travaillait avec Fianet à un moment donné. Fianet, il faut savoir que c'est quelque chose qui va être quelquefois essentiel, puis d'autres fois complètement inutile. Quand vous êtes sur un secteur chaud, par exemple les téléviseurs LCD, les caméscopes, enfin bref, tout ce qu'on peut retrouver sur Pixmania, du commerce et consorts, là, vous proposez vos produits à, justement à toute l'escroquerie qu'on va pouvoir tenter, comme dans le traditionnel. En revanche, à mon avis, dans le monde du meuble, mais également sur les secteurs sur lesquels nous on est par exemple porté, je vais vous montrer les boutiques, on a une boutique sur laquelle on est sur les sports de vent, donc les voiles de traction, tous les sports qu'on va pouvoir pratiquer, rando, outdoor, etc. Et puis on a une autre grosse activité qui est sur le panier, le contenant, panier en dossier pour les événementiels, les mariages, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. On n'a pas du tout besoin de ce genre de protection parce que les mecs vont pas venir mettre une carte bleue frauduleuse et puis se faire livrer à 50 € de panier, ça ne les intéresse pas. Et puis une voile, même si le gars qui va acheter sa voile va des fois mettre 1500 € dans une voile, ça coûte cher, ça n'attire pas non plus la fraude. Donc, en l'occurrence, nous, on n'utilise plus le produit d'affiliation. On l'a fait à un moment donné parce que c'est vrai que quand vous êtes sur l'image et son, là c'est l'inverse. Sur les téléviseurs, il est arrivé à certains moments qu'on ait 7 à 8 transactions sur 10 qui étaient des transactions frauduleuses. Et là, il vaut mieux être garanti parce que le risque est gros et c'est pas forcément marrant. Quoi qu'il en soit, et ça il faut le savoir, c'est un principe de base, le paiement sécurisé sur Internet, il est plus sécurisé que quand vous payez au restaurant un repas que vous allez faire avec des copains. Si jamais vous êtes au restaurant, que vous filez votre carte bleue à la personne du resto, et puis que c'est pas quelqu'un d'honnête, qu'elle prend vos numéros, et bien là, derrière, après, elle fait ce qu'elle veut avec vos numéros. Elle dépense comme elle veut, quand elle veut. Sur Internet, c'est la même chose. Si cette personne-là qui vous a volé vos numéros vient sur un de nos sites et passe commande, moi je vais rien y voir. Elle va mettre les numéros, et puis les 12 numéros qui sont sur la face avant de notre carte, et puis derrière, elle va mettre les 3 numéros qu'il y a au dos, et la transaction est effectuée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le porteur de la carte, on travaille sur la présomption de bonne foi. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, vous prenez votre relevé de banque, vous avez une opération qui est passée et vous dites c'est pas moi, le banquier, il a 15 jours pour vous la créditer et il n'a rien à dire. Et après, lui, en fait, il rentre en contact avec la banque du commerçant. Il lui dit, moi, je t'ai payé pour mon client, ça, je te le dois pas, donc je l'ai remboursé à mon client, il faut que tu me le redonnes. Qu'est-ce que fait votre banque? Elle vous débite, elle rembourse la banque du client, et l'opération est jouée. Mais en attendant, vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, rester avec une somme qui vous a été prise indûment au travers de votre carte bleue. La première chose qu'on fait, on vous les remet. C'est vraiment la première chose qui se passe. Et en revanche, pour le commerçant, là, c'est au revoir. C'est-à-dire vous avez perdu la transaction, la marge et le prix d'achat du produit. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais encore une fois, pour le client, lui, il est protégé et on ne risque pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce BD. Nous, c'est pas le client qui nous intéresse. C'est nous. Non, alors, à votre niveau, comme je vous disais, moi, on peut prendre toutes les sécurisations du monde. Nous, on a payé Fianet pendant des années. Ça coûte 0,4% de notre chiffre d'affaires, plus ou moins négocié. Mais c'est pas bénin quand vous regardez sur le volume des transactions. Pour des escroqueries qui n'existaient pas. Et après, honnêtement, ça se voit. Ça se voit
Ça se voit bien. Bon, au départ, quand vous commencez, vous ne savez pas, parce que c'est un métier, ça s'apprend. On apprend à faire des transactions, comme vous, quand vous avez un mec qui vient, qui vous paraît louche. Mais là, c'est la même chose. Au bout d'un certain temps, quand vous regardez votre back-office, donc votre carnet de commandes sur Internet, vous avez l'habitude de voir les adresses, les numéros de téléphone, les produits qui ont été commandés. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais c'est vrai qu'au départ, vous n'en avez pas forcément la notion. Après, il y a une autre notion qu'il faut garder à l'esprit, et en tout cas, elle est vraie chez nous. 8 personnes sur 10 qui nous passent une commande conséquente, c'est-à-dire au minimum 50, 60, 80 euros, elles vous contactent. Un coup de fil, c'est dispo, c'est pas dispo, un petit mail, je voudrais le recevoir, machin, ceci, cela. Bref, vous avez un contact. Après, c'est une règle très simple, c'est-à-dire que quand on dépasse un seuil, eh ben on dit voilà, vérification automatique. C'est-à-dire que le commercial, chez vous, il envoie un petit mail en remerciant de la commande et puis en disant voilà, merci de prendre contact pour qu'on voit avec vous les modalités de livraison, pour nous confirmer votre porte d'entrée, enfin bref. Je dis aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur un secteur chaud comme l'image, le son, la téléphonie, avec un peu de bon sens, on détectera la fraude de la même manière qu'on le ferait en traditionnel. Ça répond à votre question? Mais c'est vrai, encore une fois, comme vous dites, c'est nous, ça intéresse, c'est de ne pas se faire avoir. Maintenant, il faut savoir celui de Dieu le protéger, c'est le consommateur. Et c'est souvent ce qu'on dit aux gens qui viennent nous voir, enfin qui nous appellent, et qui nous disent oui, mais vous savez, mettre ma carte sur Internet, etc. Non, c'est moins dangereux que de l'utiliser dans l'électronique. Là, je vais vous montrer 2 des boutiques qu'on administre, juste pour vous montrer que, en fait, une boutique, elle va répondre à un état d'esprit et à un secteur dans lequel on s'adresse. Là, on est donc sur la boutique des sports de vent. On va essayer de se mettre en plein écran. Donc là, c'est une boutique typiquement axée sport extrême, jeune, qui va de 17 à 35 ans. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on respecte tout le temps, c'est-à-dire qu'une navigation qui va être ou horizontale ou verticale, mais toujours située à peu près au même endroit. Une partie information à disposition des gens, qui se retrouve souvent sur la partie droite. Bon, la partie bandeau qui présente l'arrivée sur le site. Souvent des informations de société. Qu'est-ce que la société, quelles sont ses nouvelles, les informations, etc. Sachant que nous, on accorde très peu d'importance à cette partie-là. En tout cas, elle est présente, les gens peuvent y aller. Mais comme je disais, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ici, une mise en avant des différentes promotions. Et puis en dessous, un accès sur les différents rayons. Et ici, on a choisi de le faire par des visuels qui sont percutants, enfin qui répondent à, on va dire, à une demande de public assez jeune. Donc après, quand vous descendez sur la page, voilà. Donc on va retrouver les différentes entrées. Alors vous voyez, ça c'est les différents produits, gamme de produits qu'on met en avant et donc sur lesquels on va attirer l'œil immédiatement. Et puis ici, toute la navigation du catalogue de Kitec, c'est-à-dire des rayons qui sont identifiés. Et puis en dessous, des gammes de produits qui vont se retrouver en dessous des rayons. Voilà. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure, ça a 2 intérêts. C'est-à-dire quand on travaille une boutique de e-commerce, on travaille pour 2 horizons à la fois. C'est-à-dire que vous travaillez pour vos visiteurs, c'est qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont avoir sous les yeux quand ils arrivent, mais vous travaillez aussi pour la technologie, c'est-à-dire les moteurs de recherche. Et notamment la construction, enfin, les informations qu'on met derrière les images, on voit avec des couleurs, etc. Derrière ça, vous allez retrouver des mots-clés qui vont être utilisés pour faire remonter cette catégorie de produits. Et ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on peut très bien avoir un rayon qui va s'appeler aile de traction, mais faire voir au moteur de recherche derrière, donc en fait ce qu'on écrit derrière la fiche, le guide ou autre chose, enfin bref, on va utiliser vraiment à la fois ce qu'on met devant et ce qu'on met derrière, ce qu'on montre aux gens et ce qu'on veut montrer à la technologie pour qu'elle nous amène les gens. Parce que vous pouvez faire la plus belle boutique du monde, avoir les meilleurs prix, les meilleurs produits, si cette partie référencement-là n'est pas faite correctement, vous n'aurez pas un visiteur.
Parce que la différence qu'il y a avec le traditionnel, c'est que en traditionnel, quand vous êtes installé, s'il y a des gens qui se promènent, ils vous voient. Ils vont passer devant chez vous. Sur Internet, ils peuvent passer devant chez vous sans jamais voir que vous êtes là. Donc, il faut s'arranger pour que, quand ils se disent, tiens, je voudrais trouver ça, quand ils vont se taper ce ça dans un moteur comme Google, c'est vous qu'on va voir. C'est chez vous qui va arriver, et c'est vos produits qui va voir, et c'est là que vous allez commencer à faire le chiffre. Alors, je vous ai montré Kitech, donc ça c'est plutôt axé jeux et sport, et puis la deuxième qu'on administre, c'est celle-ci, sur laquelle là, en fait, on travaille à 80% avec des pros. On n'a pratiquement pas de clientèle de particuliers là-dessus, sauf pour la partie pique-nique qui se trouve ici, où on vend, c'est assez tendance, et on vend beaucoup de sacs à dos, de paniers pique-nique. Mais sinon, le gros de notre activité, c'est ça, le panier à la corbeille. Donc là, vous voyez, déjà, on change d'esprit, on n'est plus sur du visuel qui flash, qui montre des choses, là, on est sur du technique, où, dès la page d'accueil, on veut emmener les gens dans quelque chose de précis. Du panier rond, du panier rectangulaire, on leur donne des images, on leur montre les choses, pour que dès l'instant où ils vont rentrer dans le rayon, ils seront déjà en phase de sélection. Et là-dessus, on est vraiment sur du pro. Alors, une fois que vous avez vos boutiques, que vous leur avez donné l'état d'esprit que vous vouliez, ce qu'il faut, c'est être présent sur les moteurs. Sur les moteurs, comme on a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de travailler son référencement naturel, celui qui ne va rien vous coûter, mais qui va vous demander beaucoup de temps, la possibilité de payer, et puis la possibilité de faire ce qu'on appelle du réseau social, donc c'est l'échange de liens avec des sites qui sont en corrélation avec votre activité. Donc, en l'occurrence, ce qui va vous intéresser, c'est d'arriver à des choses comme ça, c'est-à-dire que en ce moment, on va prendre Clignotech, comme je vous disais, on entre en saison estivale. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du panier pique-nique, du sac pique-nique, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé toutes nos fiches, on a même modifié à un moment donné l'architecture de la boutique, parce qu'à un moment donné, le pique-nique était noyé dans un autre rayon, et on avait un référencement qui ne tournait pas, donc on a extrait le pique-nique, et on en a fait un rayon à part entière, pour lui donner encore plus de valeur devant le moteur de recherche, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, si vous cherchez du panier pique-nique, en l'écrivant le plus simplement possible, s'il veut bien écrire, voilà, donc en général on ne met pas d'accent, on ne met pas de pluriel, parce que les gens quand ils font des recherches, ils restent très terre à terre. Bon, après on peut en rajouter si on le souhaite. Voilà, et quand vous tapez panier pique-nique, vous voyez, le but du jeu c'est d'arriver à se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Clignotech, là, arrive en premier lien naturel. Ici, c'est un concurrent qui a payé pour être en lien commercial, pour remonter, et puis il pourrait se retrouver ici, et on pourrait d'ailleurs retrouver Clignotech au cas où on n'est pas le référencement escompté. Dans les informations qui remontent, vous avez en fait une partie ici qui va correspondre au nom d'une de vos gammes, d'un de vos rayons, d'un de vos produits, mais pas au nom que vous montrez aux gens, au nom qui est montré au moteur. C'est-à-dire que on pourrait aller chercher sur le site, là en l'occurrence on a affaire à la liste des produits, mais ça peut très bien être une gamme qui s'appelle tout simplement panier pique-nique. Et moi derrière, pour le moteur, je l'ai appelé achat panier pique-nique. Donc ça c'est le titre qui est montré au moteur de recherche quand il passe sur mon site. Et puis ici j'ai la phrase d'accroche qui s'appelle, alors vous en entendez peut-être maintenant un petit peu parler, c'est ce qu'on appelle les balises de référencement. Et là en fait c'est une balise description, au travers de laquelle je me suis débrouillé pour que dans les 15-20 premiers mots, j'ai les mots qui m'intéressent, c'est-à-dire panier. D'accord ? Alors là, on est en saison et on s'est arrangé pour ressortir sur une catégorie de produits, mais surtout ce qui est incontournable à partir du moment où vous avez envie vraiment de vous positionner sur votre secteur d'activité, c'est que même sur un item généraliste de panier, où là, ça peut être n'importe quel type de panier, là, votre but, c'est pareil, c'est de remonter au-dessus. Et quand vous arrivez à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, au niveau de votre référencement, au niveau de votre activité e-commerce, vous n'allez plus être sur une politique de payer pour avoir des visiteurs, vous allez être sur une politique de dire
ma boutique, mes produits aujourd'hui ont une certaine importance dans les moteurs, sont indexés d'une certaine manière. Maintenant, je vais pouvoir agir sur certaines catégories de produits. Un produit que je veux mettre en promo, un nouveau produit que je sors, et je vais concentrer mon investissement payant sur ces choses-là, ou sur une marque, par exemple. Donc, ça c'est la partie naturelle. Et puis tout à l'heure, on a tapé panier pique-nique, mais il y a peut-être aussi pique-nique qui nous intéresse. Et pique-nique, comme ça sort un petit peu du panier, je ne suis plus forcément positionné dans les premiers. Donc en général, je veille pour venir me positionner dans les payants. Alors ça, bien sûr, ça demande quoi? Ça demande à ce que derrière votre boutique, il y ait quelqu'un qui régulièrement prenne les mots-clés qui correspondent à votre activité, les passe à la moulinette et voit sur lesquels vous êtes positionné, sur lesquels vous ne l'êtes pas, à un moment donné sur quelle page vous remontez, est-ce que vous progressez, et surtout bien répondre à la demande. C'est-à-dire, on ne doit pas monter sa boutique comme on veut la voir, mais on doit monter sa boutique comme les gens la cherchent. Parce qu'on a toujours un petit peu ce problème-là, c'est de vouloir montrer les choses comme nous, on aimerait bien les voir. Et le problème, c'est que si vous travaillez comme ça, vous n'allez pas forcément répondre à la demande. Donc il faut déjà aller chercher pour voir comment les gens cherchent vos produits, qu'est-ce qui date pour les trouver, et une fois qu'on sait ça, on utilise ces items-là pour agrémenter nos fiches et les référencer correctement et faire que ces gens-là nous voient sans que ça nous coûte. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie référencement et positionnement. Maintenant, la deuxième partie qui est importante quand on veut mettre en route du commerce électronique, c'est de raisonner toute la partie logistique. Parce que autant là, on était virtuel, jusqu'au bout des doigts, autant une fois qu'une personne a passé une commande et qu'elle a mis sa carte bleue, on n'est plus dans le virtuel, il faut la livrer. Et la livrer, ça veut dire avoir le produit, déjà. Donc c'est pas forcément vendre tout et n'importe quoi sur le site et pas pouvoir livrer, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour disparaître en 3 mois. Parce que de la même manière que quelqu'un qui va mal se comporter commercialement dans une boutique traditionnelle sur Internet va se faire griller de la même manière. Et quand un moteur comme Google vous blacklist, vous êtes blacklisté. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout le référencement que vous voulez, avant de remonter dans les liens, vous allez passer un moment. Donc, avoir le produit, être en mesure de le conditionner pour le faire arriver chez le client final, et ça veut dire passer au travers des réseaux Colipost, Zapac, UPS et Consorce. Donc ça veut dire avoir un emballage qui va être capable, d'une part, de passer dans les enregistrements des transporteurs, mais également protéger les produits. Et vous ne pouvez pas emballer votre produit de la même manière que vous allez l'emballer pour le palettiser quand vous allez vendre à un distributeur qui va vous en vendre 500, 600, 1000 exemplaires et l'envoyer à l'unité. Parce que ça, c'est le risque éventuellement d'avoir 10 meubles sur 10 qui arrivent avec un coup à un angle parce qu'il est tombé du camion, ou etc. Donc il faut raisonner cette partie-là. Qu'est-ce que coûte cette partie logistique chez nous? Donc je vous ai dit tout à l'heure, pour à peu près 8-9 000 colis traités dans l'année, ça revient à peu près à 6,75 €. Quand on compte le carton qui est utilisé, le calage, la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est à peu près tout. Le transport. Non, le transport c'est à côté. 6,75 €, c'est la main-d'œuvre pour prendre le produit, le mettre dans un carton, le caler, le fermer, préparer l'étiquette. Après l'expédition, c'est les coûts que vous trouvez auprès de vos transporteurs, et puis suivant les volumes que vous allez avoir, vous allez avoir un coût qui va arriver. Nous, en l'occurrence, on est à -15 sur les tarifs publics de la Poste, et puis on est à -20 en général sur les tarifs publics des transporteurs. Voilà. Donc, oui, ça pack, c'est ça. Je suis en train de chercher un prix de colis. En général, on est à 6 €, on est à 6,70 € de 1 à 5 kg. Voilà, c'est ce qu'on va facturer à notre client final.
Le prix du transport, vous le rajoutez le prix du produit. Ah, le prix. Alors, quand vous êtes sur la boutique, on pourrait aller voir, vous avez votre produit, le client le sélectionne, le produit va s'ajouter au panier, et suivant le mode de transport que vous choisissez, vous allez avoir un tarif X ou Y qui va s'afficher. Il dépend de quoi? Il dépend du degré d'urgence, c'est-à-dire si la personne veut recevoir en 3 à 5 jours, ou si elle veut recevoir en prioritaire, ou si elle veut le recevoir à une adresse professionnelle. Parce qu'en l'occurrence, toute la partie Grignotech, on travaille donc avec Exapac, on ne travaille pas avec la Poste, et ça nous permet d'avoir des tarifs beaucoup plus agressifs que si on passait comme sur du B2C, alors que là on livre en adresse professionnelle. Donc ça nous coûte beaucoup moins cher parce que c'est aussi sur rendez-vous. Donc, par rapport à tout ça, nous au jour d'aujourd'hui, on en est arrivé à proposer de faire des intégrations, mais de ne pas faire des intégrations en disant voilà, on vous livre une boutique et on vous laisse vous débrouiller avec. Non, en fait, au jour d'aujourd'hui, on en arrive à intégrer les gens ou sur nos boutiques ou sur des espaces qui se sont fait développer ou qu'on leur fait développer au travers d'un partenaire. Et derrière, nous, on vient les accompagner sur toute cette partie de référencement et de logistique. Sachant qu'à tout moment, le client peut dire écoutez, la partie intégration des produits, vous ne la faites plus, c'est moi qui l'a fait, et c'est un coût de prestation qui diminue. La logistique, je ne veux plus passer au travers de chez vous parce que maintenant j'ai un nombre de colis assez important et je préfère le gérer en interne. Eh bien, on sort la logistique de notre travail et ça revient entre les mains du client. Donc voilà aujourd'hui ce qui est devenu Pastèque. En fait, un espace au travers duquel se font à peu près, à la fin de l'année, on va faire à peu près 10 000 expéditions et sur lesquelles viennent s'implémenter des nouvelles gammes de produits qui sont faites ou par des fournisseurs qui nous contactent et qui nous demandent de proposer leur catalogue à côté de celui qui est existant, ou alors des gens qui veulent vendre par Internet mais qui ne veulent pas s'en occuper et qui préfèrent nous le confier. Voilà. Parce que c'est vrai, et ça il faut bien en tenir compte, même si à un moment donné vous ne gérez que 10, 15 ou 20 commandes dans le mois, il faut quand même mettre quelqu'un dessus. Hein, le système est enclenché et vous allez avoir besoin d'avoir de l'emballage, vous allez avoir besoin d'avoir du calage, il va falloir qu'une personne s'en occupe, il va falloir qu'une personne rentre les produits sur le site, il va falloir qu'une personne réponde aux mails ou aux coups de téléphone qui vont être passés. Et tout ça, ça va vous demander de mettre de la charge sociale, un petit peu de structure aussi, et au début ça ne sera pas rentable. Parce que cette personne-là, elle y sera alors qu'elle pourrait y être même pour 30, 40, 50 commandes. Et là, il y est pour 10. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien raisonner cette partie-là, et d'ailleurs, c'est un petit peu l'objet de nos discussions avec la ville, c'est vraiment de faire une étude sur le produit, et pas que sur le commerce électronique, parce que démarrer le commerce électronique, c'est une chose, mais derrière, il faut que ça dégage de la rentabilité. Et pour dégager de la rentabilité, il faut que tout soit bien réglé. C'est comme votre machine, quand vous allez traiter du bois, si elle est mal réglée et que vous enlevez 2 mm de trop, ils sont enlevés. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec le même argent, vous pouvez faire 0 ou 10 000 euros de résultat. La différence, ça va passer, si vous payez pour du référencement et que ça a été mal monté, ça va être un gouffre financier, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Enfin bref, il peut y avoir des fuites partout, et ça, il faut y faire très très attention. Voilà. Parce que par rapport à tout ce qui est stockage, c'est le client qui fabrique, qui stocke et qui envoie sur demande, ou c'est vous qui stockez quelque part? On a des marchandises qui sont chez nous sur stock, puisqu'on a 500 mètres carrés, puis on va passer à 1000 mètres carrés l'année prochaine. Donc on a des marchandises qui sont stockées chez nous par les clients, par les fournisseurs, et on a des marchandises qui partent directement de chez nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des séries de produits pour lesquels, en fait, dès qu'on a une commande qui arrive dans nos back-office, on a un mail qui part en automatique vers le fournisseur pour lui dire voilà, tel produit a été vendu, encaissé, faites-le partir chez le client. Et derrière, le fournisseur, il nous fait une facture ou au coup par coup ou à la fin de la semaine en nous disant voilà, j'ai fait partir ça et ça fait tant. Et puis derrière, on reçoit la facture et en fait, on va lui régler. Et au niveau des quantités de stock, je pense que ça va dépendre du produit aussi. Vous avez une idée de... Alors,
Pour vous parler de 3 chiffres constants qu'on a depuis 5 ans, en grosso modo, le stock chez nous représente 1,5 mois de chiffre d'affaires. C'est un stock financier, hein, c'est pas un stock de pièces, mais en valeur financière, le stock dont on a besoin pour bien répondre aux clients, parce que vous avez des achats coup de cœur, si vous n'avez pas le produit, et que vous dites au client, je vais l'avoir la semaine prochaine, je vous l'envoie dès que je reçois, vous avez une chance sur 2 pour qu'il vous annule la commande, parce que c'est un achat coup de cœur, il voulait tout de suite. Donc, pour que ce soit harmonieux et pour avoir le moins de déchets possible, on s'est aperçu qu'on avait un stock moyen à peu près d'1 mois et demi d'activité. C'est pareil, une information qui est restée constante pendant les 5 dernières années. Chez nous, un visiteur représente 1 euro de chiffre d'affaires, quelle que soit la manière dont on amène les visiteurs. Là, on a à peu près 50 000 visiteurs par mois. On sait que ces 50 000 visiteurs sur une boutique vont représenter 50 000 euros. Et bon, ça oscille entre 0,80 et 1,20 €, à peu près, mais que ce soit en payant plus de référencement payant, en faisant plus de naturel, en ayant plus de produits, en ayant un panier moyen supérieur ou un chiffre d'affaires inférieur, dans tous les cas, on s'est retrouvé sur cette constante où un visiteur qui est rentré sur la boutique représente 1 euro de chiffre d'affaires au bout de l'année. Donc après, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de visiteurs qui vous aura coûté le minimum d'argent. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez jouer après derrière sur votre rentabilité et sur l'argent que vous allez réellement gagner sur votre activité de commercial. Et un produit phare, vous allez en vendre combien? Vous n'avez pas mis de solution? Vous avez quand même regardé qu'est-ce qui se vend mieux? C'est... Bon, dans le cas, c'est les aides forcément. Maintenant, les produits phares, de toute façon, ils changent suivant les saisons et ils changent suivant les années. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était le sac à dos pique-nique qui était un produit phare sur Clignotek. Et cette année, c'est plus du panier. Pourquoi? Et ça, vous le voyez dès le début de la saison. Vous voyez que les gammes de produits commencent à monter avec les beaux jours qui arrivent. Et puis, vous avez un produit qui se dégage par rapport aux autres. Pareil, l'année dernière, on était plus... la tendance dans la communication, dans l'événementiel, c'était plus du panier nu. Et cette année, toutes les ventes de paniers qu'on fait dans l'événementiel, quasiment, c'est du panier avec du tissu. Donc, ça bouge beaucoup. C'est pas. C'est lié par rapport à votre communication? Non, je pense que c'est une tendance plus générale. Après, de toute façon, les choses bougent. Et puis, je dirais aussi qu'il faut essayer justement d'aller sur des choses qui bougent. C'est-à-dire que nous, on essaye tout le temps de se concentrer sur des marchés de niche. On va plus essayer de se positionner sur un panier un petit peu plus élaboré, un petit peu plus atypique que sur du généraliste. Parce que c'est à cet endroit-là que vous allez avoir le plus de facilité à dégager de la rentabilité. Et vous voyez, par exemple, on s'est développé sur Kitech, donc sur les sports de vent, on s'est développé dans l'outdoor. On est parti sur l'outdoor avec des Tchèques qui n'étaient pas du tout connus, mais qui arrivaient avec un produit qui était très technique et qui répondait bien à la demande du moment pour les gens qui veulent faire de l'outdoor. Donc on essaye vraiment de regarder comment se passent les choses, ce que recherchent les gens, vraiment ce qu'ils veulent retrouver, et on essaye de répondre à leurs demandes. Quand vous faites de la recherche, c'est quoi? C'est la recherche marketing? Oui, c'est ça. C'est utiliser, comme on le disait tout à l'heure, des outils comme les outils que propose Google, au travers desquels on va être capable, par rapport à un univers, d'aller chercher les différents items que les gens ont tapés. Donc c'est là qu'on va peut-être s'apercevoir, en l'occurrence pour nous, que quand les gens vont chercher du panier, ils cherchent plus du panier en tissu, ils cherchent plus du panier en osier, ou du panier en jonc de mer. Et par rapport à ça, vous essayez d'enrichir vos gammes de produits, mais également vos items concernant ce que recherchent vraiment les internautes. C'est vraiment répondre à une demande, de toute façon, pour y arriver. Maintenant, oui, ne jamais perdre de vue que la zone de chalandise que vous avez en face de vous est immense et que demain, vous pouvez très bien traiter des commandes, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit
un gars en Arabie Saoudite qui a vu nos produits et puis qui veut absolument se le faire venir, ou au Japon. Nous, on envoie régulièrement des paniers pique-nique ou des sacs à dos ou même des voiles au Canada, aux États-Unis, un petit peu moins en Afrique quand même, mais les Émirats, ça vient de plus en plus, et puis beaucoup en Europe. On travaille beaucoup avec la Suisse, la Belgique et l'Espagne. Ça, c'est des pays qui achètent beaucoup des produits sur des boutiques françaises, en tout cas chez nous. C'est-à-dire, comment ça se passe par rapport aux droits de tout ça? Alors, quand c'est communauté européenne, vous vendez hors taxe, de toute façon. Après, quand c'est à un particulier, là où vous avez libéré des droits, et c'est après à la personne qui reçoit d'aller détaxer normalement, parce que personne n'y va en règle générale. Voilà, mais à vous accomplissez ce que vous devez faire, vous transmettez la marchandise. Après, si les gens ne vont pas pour récupérer, ils vont pas. C'est comme ça que ça se passe. Et puis après, ça dépend des produits. Par exemple, à un moment donné, on vendait des produits régionaux style du comté, des saucisses de Morteau, etc. Régulièrement, quand ça partait sur les États-Unis, vous pouviez être sûr qu'ils s'ouvraient et qu'ils tiraient. Voilà. Alors, vous aviez les Canadiens, c'était pas les États-Unis, les Canadiens ouvraient, retiraient, puis ils faisaient passer le reste, puis aux États-Unis, alors là, à la bête. Oui, tout ce qui est vin aussi. Sur la Chine, sur pas mal de pays qui sont bloqués. Tout à fait. Mais ça reste intéressant de voir que du jour au lendemain, vos produits, vous pouvez très bien les expédier aux quatre coins du monde. Et rien ne vous empêche de le faire, puisque que vous envoyez à la sortie de Besançon ou au fin fond de l'Allemagne, c'est la même chose. Ça va juste coûter un petit peu plus cher à la personne qui vous achète, mais en attendant, ça va rester une transaction commerciale. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on a du mal à sentir au départ, c'est que c'est pas parce que la boutique va, alors ça va être un frein, mais c'est pas parce que la boutique va être en français, par exemple, que vous allez justement pas vendre à un Américain ou à un Japonais. Il est des fois très surprenant de voir de quelle manière les gens peuvent réussir à passer une commande pour un produit qu'ils ont envie d'avoir. Régulièrement, si un jour vous avez le temps, vous irez faire un petit tour sur Bibliothèque, on vend des paniers entre 50 centimes d'euros et 1,50 € pour certains. Les gens n'hésitent pas à vous en commander un. Donc 50 centimes d'euros, et puis payer derrière 6,90 € de frais de port. Ça, on le voit souvent. Non, mais ça c'est souvent. Donc sur Internet, moins c'est cher, moins c'est intéressant. Acheter, vu les frais de préparation, les frais d'envoi. Non, parce que la personne le voulait. C'est pas le prix qui les intéresse. Il ne faut quand même pas acheter des pommes de terre sur Internet. Je pense que vous allez avoir. Je suis d'accord. Mais Là, j'ai des exemples concrets sur des produits de beauté où le tube coûte 5 €, les frais de port partent en Australie à 40-45 €, les gens l'achètent. Et ça, c'est pas isolé, quoi. C'est souvent. la guillotine, par exemple, on fait de la guillotine de Chouchol sur Bibliothèque. On a 2-3 producteurs régionaux qui nous avaient demandé pour pouvoir intégrer, puis comme on était un peu hors de la table, on les a intégrés. On a de la guillotine qui part régulièrement au Japon. C'est des frais de port à 40 €. Pour un pot qui va coûter 6 000 €. Mais c'est parce qu'ils veulent le produit. Point barre. Et Oui, mais si sans vous discutez. sortir de l'extérieur, restons en France. Ouais. En France, en gros, plus on achète sur Internet un produit qui n'est pas à prix, plus on est pénalisé. Ah bah oui. Ah, ça, oui, D'accord, forcément. on le dit comme ça. Forcément, mais maintenant, je vais vous expliquer un truc. Alors, pour parler commerce français, les paires de chaussures. Eh ben, sur Internet, les gens qui vendent des paires de chaussures, ils ne vendent pas le standard 41-42. En revanche, ils vendent le 45, 46, 48. Et puis, ils vendent le très petit également. Pourquoi? Parce qu'un mec est rentré dans une boutique, voulait se payer une paire de chaussures, et puis il n'y a plus sa taille. Et bien, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a plus sa taille dans le magasin? Il file sur Internet, il tape la marque de son produit, et puis il va tomber sur des gens qui vont lui proposer des produits hors du commun. Et c'est à ce moment-là qu'il va les commander, parce que c'est le seul endroit où il peut avoir le modèle qui l'intéresse. Voilà, il paye. Et donc, il paye. Mais bon, vous savez, s'il prend sa voiture et qu'il va se taper les 30 magasins du coin pour trouver sa paire de Il y a même prix. ça lui revient au même. Non, mais vous pouvez aussi la commander chez le commerçant où il est allé la première fois. C'est pas sûr. Oui, pas sûr. oui. C'est pas sûr. Enfin, je veux dire, il y avait la possibilité de le faire. Le commerçant,
Vous savez, moi au jour d'aujourd'hui, je suis en train de travailler avec des associations de commerçants pour justement leur développer leur propre activité, mais en ligne. À quoi ça va servir? Ça va leur servir, comme on le disait au début du débat, c'est-à-dire de pouvoir développer un autre commerce qu'ils n'avaient pas jusque-là et des gens qui ne seraient jamais venus, mais ça va leur permettre aussi, et c'est un des atouts qu'ils ont par rapport à ce qu'on appelle les blue players, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'activité traditionnelle, c'est qu'ils vont pouvoir proposer à leur clientèle de les retrouver, mais une fois qu'ils sont chez eux. Et de pouvoir se dire, tiens, je vais me mettre dans le canapé, je suis allé voir un tel, il m'a proposé tel produit, je vais me mettre sur son site, je vais voir, je vais sélectionner la couleur, le bidule, ça me plaît, je passe ma commande. Voilà, j'ai pas eu à retourner dans le magasin. Et c'est plus dans cet état d'esprit-là que je pense que des gens comme vous doivent travailler, c'est-à-dire, bon ok, je vais aller chercher du chiffre que je n'avais pas auparavant, tant mieux, si je peux en attraper, puisque j'y avais pas accès auparavant, mais je vais aussi apporter un service supplémentaire à mes clients. Ils vont pouvoir se donner le temps de la réflexion. Et puis surtout, je ne vais pas le laisser filer à aller acheter ailleurs. Je vais lui proposer, quand il est tranquille chez lui, de faire un petit comparatif, de voir ce que je lui propose, peut-être de choisir la couleur, d'y réfléchir avec sa femme, etc. Et là, c'est vraiment un service supplémentaire et un avantage que va proposer le commerce traditionnel par rapport aux gens qui sont déjà en ligne. Qui, eux, n'ont pas cette possibilité-là, et pourtant, ils tendent à y venir maintenant. C'est donc bien qu'il y a un avantage à rester traditionnel et à avoir un pignon sur rue, parce qu'aujourd'hui, les gros essayent de développer des points de vente. Nous, on est plutôt dans la fabrication. Ouais. Notre client, nous, c'est le négociant professionnel. Ouais. Donc vous êtes en B2B. On est? Vous êtes en B2B, professionnel à professionnel. Oui. Mais si on considère que l'avenir, c'est le client final. Ouais. Donc, l'Internet, c'est une solution, c'est une méthode de vente qui va se développer aussi pour nous. Ouais. Est-ce que dans vos clients, vous avez déjà des clients qui étaient uniquement professionnels, c'est-à-dire des fabricants qui vendaient à des négociants dans un système traditionnel et qui sont passés et qui se sont développés en vente Internet directement au client final? D'autres produits. Oui, ça se fait une fois qu'ils ont commencé à sortir le business, mais c'est la finalité. C'est un petit peu là-dessus. Oui, mais le passage, il ne va pas durer que 15 jours. Hein. Ah non, ça peut durer. Je confirme, ça ne va pas durer 15 jours. Mais une fois que vous avez vu comment ça pouvait se passer. Oui, mais vous ne pouvez pas. Sur d'autres produits aussi. De toute façon, d'accord, vous êtes fabricant, mais est-ce que vous n'avez vraiment envie que de faire du B2B? Non. Vous avez bien envie, à un moment donné, si c'est possible, de pouvoir toucher du particulier. Le but, c'est ça. Le but, il est là. Ouais. Le but, il est là. Mais pour le moment, je travaille à 100% avec des magasins. C'est là que sera toute votre difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce ne sera pas difficile de faire ça. On est plusieurs. Hein, ce sera pas difficile, mais on en a déjà discuté. Hein. Ce ne sera pas difficile de faire ça. Faire une boutique, comme on le disait, si vous travaillez avec des pros qui vous mettent la boutique qu'il faut, où derrière vous avez un référencement qui est bien travaillé, qui est bien raisonné, vous allez avoir une boutique qui va faire son bonhomme de chemin, qui va se développer, qui va prendre ses marques, et à un moment donné, ça va monter tout seul, tranquillement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une histoire de temps. Après, suivant la qualité de service, le temps va plus ou moins s'allonger. Là où va être la vraie difficulté pour votre filière, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que votre produit aujourd'hui, vous êtes capable de le sortir pour du B2B ou du professionnel, mais votre produit, il va falloir être capable de le pousser vers du particulier, sans qu'il soit endommagé en arrivant à terme. Et là, c'est toute la partie logistique, c'est toute la partie emballage, conditionnement. Non, mais je comprends, c'est des gens qui le font, c'est pas il y a ce client qui va râler. C'est se couper. Soit c'est vendre des clients directs qui va râler, évidemment, en direct. c'est ce qu'ils font. Sauf Soit ils vont monter des sauf sociétés si vous ne complètement. travaillez pas les mêmes sélections de produits. C'est ça. Mais quel intérêt vous avez à aller faire passer votre produit en direct c'est vrai que c'est. pour vous battre contre un mec qui vous en prend des volumes et qui de toute façon va vous fracasser en prix? Oui. Ça sert à rien. Vous allez vous battre contre un moulin à vent. C'est pas ça que vous devez faire. Vous, ce que vous devez faire, c'est vous dire, voilà, aujourd'hui, on a un canal traditionnel de distribution qui nous commande une marchandise, mais nous, on sait faire autre chose. Eh bien, ce qu'on sait faire d'autre,
vu qu'ils ne le prennent pas, ben nous, on va le proposer en direct. Oh, très chaud, voilà. Je suis d'accord là-dessus. Parce que si vous essayez de vous bagarrer sur vos propres produits avec des mecs qui vous achètent des volumes, ils vont vous étriper. Et il ne faut pas être content. Donc je suis pas sûr que ce soit le. Enfin après là c'est plus mon débat, mais. Donc moi je vois plus les choses sur le côté de dire vous avez un savoir-faire qui aujourd'hui n'est pas utilisé et que vous pouvez mettre en valeur en passant sur un canal qui s'ouvre à vous. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut valoriser? Essayer de venir se fracasser là-dessus, je suis pas sûr que ça. Donc vous dites qu'ils vont pas être contents, déjà vu. Donc forcément, ça va se ressentir derrière à un moment donné ou à un autre. Et puis le jour où ils décident de vous impacter en travaillant sur ces marges ou sur quoi que ce soit, il n'y aura pas moyen de résister. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée à suivre. Je pense que la bonne idée, c'est vraiment de se dire, on conserve et on travaille avec notre réseau tel qu'on l'a au jour d'aujourd'hui, on essaye de le valoriser, de le développer, de faire ce qu'on veut. Et puis ce savoir-faire aujourd'hui, notre réseau, notre traditionnel ne veut pas utiliser, ben nous on va le valoriser avec les nouveaux outils qu'on nous met à disposition. Voilà, c'est un peu comme ça que je réfléchis. Pour revenir au site internet, à la fréquentation, c'est quoi la durée moyenne à peu près de consultation pour un site vitrine d'une page à peu près? Allez, un visiteur, il va visiter de 0 page, c'est-à-dire il arrive à lire pas aussi vite parce qu'en fait ce qu'il a vu ça lui a pas plu, et là ça dure moins de 3 secondes, ça peut même durer moins de 2 secondes. Et puis après, nous on a une moyenne de 8 pages vues par visiteur. Donc après, vous avez des mecs, vous voyez, puisque avec les outils de Google, vous pouvez le suivre, vous avez des gars, des fois, qui vont passer 2 heures sur votre site, qui vont voir 300 articles, parce que c'est un concurrent qui vient voir ce que vous faites, qui vous en êtes, ou c'est quelqu'un qui cherche un produit, et puis, ben voilà, qui visite vos fiches, qui reste là un moment. Mais en moyenne, on est à 8 pages vues par visiteur. Par visiteur. Par an, par jour, Non, chaque visiteur qui vient regarde 8 pages. Ouais, d'accord, mais on n'a pas évalué en temps dans. Combien de temps quelqu'un restait. Ouais, c'est moins de 5 minutes. C'est moins de 5. C'est moins de 5, sauf s'il y a transaction. Mais sinon, c'est moins de 5 minutes. Voilà. Alors après, vous avez des gens, comme je vous disais, qui restent moins de 2 secondes. Et on le voit, on a certains mots-clés. On a, donc, ce qui se calcule, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. On a des mots-clés sur lesquels on a un taux de rebond de 80%. Ça veut dire que ce mot-clé-là, il ne sert strictement à rien. Parce que 8 visiteurs sur 10 qui viennent partent aussi vite. Donc ça veut dire qu'on est mal positionné. Et puis, pour le plus, moi j'ai déjà vu des visites, je vous dis, à 30, 40 minutes. Ça dépend. Donc la moyenne se situe à 8. Par rapport à l'aspect livraison, parce que vous, et puis, sur vos produits, vous travaillez a priori sur stock, et puis les gros vendeurs de produits de consommation courants travaillent a priori sur stock. Quand on est des fabricants, notamment dans l'immobilier, on a des délais de livraison qui sont peut-être chez nous. Est-ce que l'internaute qui paye un meuble 2 ou 3 000 euros sur Internet est prêt à attendre 3 semaines, par exemple, pour faire on parlait des grosses transactions tout à l'heure, 1 500 euros. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer une journée de transaction sur Kaytech pour vous montrer un peu comme ça a été rempli. Vous voyez, là, on a une journée où il y a eu 29 commandes. Vous avez des commandes, alors on va les classer par prix, comme ça on va avoir une idée. Ça, c'était la journée du 8 juin. Donc voilà, vous avez des commandes à 25 euros. Vous avez des commandes à... Alors, ici, dans la colonne, vous voyez, vous retrouvez le type de règlement. CIC, c'est paiement carte bleue. CH, c'est quand les gens payent par chèque. Ici, c'est PayPal, PAYP. Donc un système de paiement, un portefeuille virtuel, en fait, que les gens peuvent avoir. Et puis, vous pouvez aussi retrouver du virement. Donc voilà à peu près les transactions. Bon, je vous disais qu'on avait un panier moyen qui était aux alentours de 140. Et puis, vous voyez, ici, on a une transaction qui est à 1 500 euros. Payé par carte bleue. Bon, en l'occurrence, c'est une boîte de traction. Pour ce type de produit, le mec, de toute façon, vous aura appelé ou vous aura envoyé un mail. Il ne met pas sa carte bleue à 1 500 euros comme ça, sans prendre de mesures. Et en général, il veut le produit. Donc, il est prêt à attendre. Mais, à condition qu'il ait eu contact avec vous. C'est-à-dire, ils vous ont appelé, vous dites, bon ok, écoutez, je ne l'ai pas là, mais je la reçois dans 15 jours, ou je peux l'envoyer demain. Mais les gens sont prêts à attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir le produit qu'ils veulent s'acheter. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure,
beaucoup de ventes par Internet se font parce que les mecs n'ont pas trouvé autour d'eux ce qu'ils voulaient. Donc, une petite recherche, tiens, lui il a le produit, je le contacte, tu me dis moi combien de temps il faut que j'attende, et puis à ce moment-là, oui, 15 jours, 3 semaines, c'est sans problème. Et alors, je vous invite à aller voir, il y a déjà des gens qui font du meuble en ligne, allez voir un petit peu, vous verrez, parce que moi j'y avais fait un petit peu attention, en général, c'est les délais qui sont annoncés. C'est 15 jours, 3 semaines de délai pour avoir le produit qui est présenté. Ce qui n'est pas gênant en soi de toute façon, puisque vous, quand une personne passe une commande comme celle-ci, voilà, quand une personne passe des commandes, vous voyez ici, bon, vous retrouvez votre ligne de commande avec la transaction, le mode de règlement, puis l'état de la commande. Quand ici c'est en bleu, en vert, pardon, ça veut dire que la personne a mis sa carte bleue, ou que vous avez validé d'avoir reçu le chèque, puisque si c'est un chèque, ça ne passera pas en vert tout seul. Donc dès que c'est en vert, vous savez que le règlement carte bleue du client a été accepté par la banque. Il a été validé. En revanche, c'est pas encaissé. C'est sur un serveur, vous avez un DPE qui est sur un site internet, vous allez dessus pour encaisser la somme. Donc, quand vous validez la commande avec le client, vous n'allez pas l'encaisser tout de suite. En général, c'est mieux de faire comme ça parce que le client est en sécurité. Il dit bon, j'ai mis ma carte bleue, il n'a pas encaissé, je peux attendre. Donc, il va attendre sans problème 15 jours, 3 semaines. Là où ça commence à poser problème, c'est si le mec met sa carte, que derrière vous encaissez et que vous ne le livrez pas. Alors là, les gens s'impatientent très vite. Et ça ne prend pas une semaine, en l'occurrence. Ce qui est normal, de toute façon. Ce qui est normal. Donc, vous avez une gestion qui est assez souple, qui ne vous oblige pas à faire les choses que vous n'avez pas envie de faire, et qui peut vous permettre de sécuriser le client et de ne pas forcément l'encaisser tout de suite. Voilà. Question. Est-ce qu'il est possible de dupliquer en fait votre boutique sur eBay? Oui, c'est possible complètement. Maintenant, en général, nous on déconseille fortement de le faire parce que ça coûte très cher. Il faut compter par rapport à l'administration d'une commande sur votre propre boutique, comptez que ça va vous coûter à peu près 40% de votre marge. Pourquoi? Parce que vous payez pour mettre le produit, vous payez pour une commission, vous payez pour la transaction, et puis au final, au bout du compte, vous payez pour beaucoup de choses. Donc, si vous avez un produit à déstocker, vous avez un stock sur un produit, vous en avez marre de le voir, là, vous l'envoyez sur eBay, il y a un trafic énorme, c'est un petit peu la bourse des déstockages du net. Donc vous envoyez le produit, vous allez le fracasser pour le sortir, puis au moins retomber sur votre prix d'achat, voire faire un petit peu de marge. Mais il faut savoir, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent dans votre business e-commerce. Donc eBay le faire, mais à petite dose, et vraiment quand on veut virer quelque chose. Il y a d'autres solutions maintenant. Les gens comme Pixmania, Ruby-Commerce, Fnac et compagnie vous proposent d'intégrer leur galerie marchande. Alors, ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de précautions, parce que quand vous intégrez leur galerie marchande, ça veut dire que vous exportez votre catalogue chez eux. Ça encore, c'est pas trop grave, vous bénéficiez de leur trafic. Le seul problème, c'est que vous leur montrez comment fonctionne votre business. Donc c'est pareil, on travaille sur ce genre de choses pour être visible à plus d'endroits et faire plus de ventes, mais en revanche, on ne leur envoie pas les produits sur lesquels on travaille bien. On leur envoie des produits sur lesquels on veut tester, où on veut voir comment ça se comporte avec plus de trafic, mais on ne leur envoie pas les produits qu'on vend bien. On l'a fait, on l'a fait notamment avec des stations météo. On vendait très bien des stations météo. On avait signé un partenariat avec Ruby-Commerce. Je suis arrivé au mois de septembre, j'ai intégré les stations météo chez Ruby-Commerce. J'en ai bien vendu jusqu'à mi-novembre. Puis bizarrement, à partir de mi-novembre, alors que normalement on devait en vendre à foison, on a commencé à baisser. Donc on est allé voir, on s'est aperçu que Ruby-Commerce qui avant avait 2 ou 3 stations météo en avait facilement une vingtaine, qui correspondaient grosso modo aux références qu'on vendait. Et puis voilà, le tour était joué. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous sortez, puis c'est terminé. Donc, il existe plein de solutions.
On peut les mixer, il faut les utiliser au bon moment et surtout garder du bon sens, c'est-à-dire ne pas forcément montrer ce qu'on sait bien faire, utiliser plutôt des appuis de gens plus forts pour tester certains produits, certains marchés ou certains produits qu'on veut sortir.